avec les festivités qui ont eu lieu dans la commune rurale de Kava, dans la région de San. 3 membres du gouvernement ont fait le déplacement pour sensibiliser les communautés aux questions de développement et de population surtout. Pour en parler, nous recevons Ishaga Koulibaly, directeur national de la population. Bonjour Monsieur Koulibaly et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné. Et dans la deuxième partie de l'émission, il sera question de la campagne annuelle de vaccination du cheptel. On retiendra qu'en 2024, plus de 41 millions d'animaux ont été vaccinés. Combien seront-ils en 2025? La question était au centre d'une rencontre des principaux acteurs. Le docteur Boubacar Youkoulé Kanouté, directeur national des services vétérinaires, nous donnera tous les détails. Bonjour Monsieur Kanouté et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné. La journée mondiale de la population a été célébrée cette semaine au Mali. C'est la commune rurale de Kava, dans la région de Sam, qui a été choisie par les autorités pour abriter les festivités. Kava, qui a connu une croissance démographique rapide ces dernières années. La journée a été célébrée sous le thème national « Donner à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir ». Aliou Abdoulaye Touré était présent à Kava, suivant son reportage avant d'échanger avec notre invité. Vendredi 11 juillet 2025, un jour pas comme les autres pour les populations de la commune rurale de Kava, cercle de Kemprana et région de San. Occasion pour le maire de la commune rurale de Kava d'exprimer toute sa satisfaction. Et une satisfaction atténuée par quelques doléances relatives au développement de sa localité. Les jeunes du cercle de Kemprana, en particulier de Kava, réclament la construction de leur centre de santé de référence CCRF, qui s'étend sur 3 hectares dans le schéma d'urbanisme de Kemprana, dans le village de Kaniwala, pour réduire au maximum les taux de mortalité infantile et maternelle. La mobilisation de 3 membres du gouvernement autour de la journée mondiale témoigne éloquemment de l'importance que le Mali accorde à la question de la population. Notre activité, c'est la population d'abord. Quand on parle d'agriculture, c'est la population. Et ici, la population est active dans le secteur agricole à plus de 80%. Nous œuvrons sous le leadership éclairé des plus hautes autorités pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc c'est un événement de ce genre ne peut pas se passer sans en tout cas notre participation active. La journée mondiale de la population, c'est une occasion de sensibiliser sur les questions de population et surtout les populations vulnérables dont les femmes et les filles sont en général des victimes des cas de VBG. Ces cas de VBG peuvent mettre en péril la santé, la dignité, et la sécurité et l'autonomisation, surtout pour des survivantes au sein de la communauté. Convaincu que la jeunesse est le fer de lance du développement de toute nation, cette année, le thème mondial et celui choisi au niveau national mettent la couche juvénile au centre des préoccupations. La journée mondiale de la population constitue une grande opportunité pour mobiliser les communautés autour des questions de population. Le thème mondial de cette année est « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Au niveau national, le thème est donné à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir. La population de la commune rurale de Kava connaît une croissance très rapide. En effet, elle est passée de 18 356 habitants en 2009 à 29 715 habitants en 2015, selon les projections de la Direction nationale de la population. Ainsi, les moins de 15 ans représentent 48,6% de cette population. Les moins de 24 ans représentent 66,2% de la population. Les moins de 34 ans représentent 18,3% de la population. Cette extrême jeunesse de la population pose des problèmes d'éducation, d'emploi, conditions sine qua non
pour donner aux jeunes une chance pour leur épanouissement familial, car la jeunesse constitue l'avenir d'un pays. La célébration de la Journée mondiale de la population à Kava a été marquée par des activités de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme, des sujets de santé de la femme et de l'enfant, la remise des prix aux meilleures filles de l'année scolaire 2024-2025 et la distribution des vivres. Monsieur Koulibaly, la journée mondiale de la population, on peut dire que c'est assez vague parce que ça ne concerne pas une couche particulière de la société. Mais quel est l'intérêt d'organiser une telle manifestation? Merci, monsieur Koné. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez pour nous adresser aux fidèles téléspectateurs de l'ORTM, pour parler vraiment sur la journée mondiale de la population qui a été célébrée le 11 courant dans la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, région de San. Alors pour répondre maintenant à votre question, je crois que... Quel est l'intérêt d'organiser une oui, il serait bon de faire un tout petit peu le rappel de ce qui a amené la célébration de la journée mondiale de la population. En effet, les projections des Nations Unies avaient prévu la naissance du 5 milliardième être humain le 11 juillet 1987. Alors des manifestations ont été organisées dans tous les pays membres des Nations Unies pour célébrer cet événement. Alors donc en raison du succès que les dites manifestations ont connu à travers l'information et la sensibilisation des millions de personnes dans le monde sur les questions de population et développement, les Nations Unies ont institué en 1989 le 11 juillet comme journée mondiale de la population. Donc c'est une journée qui vous permet de mener un certain nombre d'activités, mais aussi avec vos partenaires, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Voilà. Et quels sont ces partenaires-là et quel genre d'activités vous menez au cours, pour célébrer la journée mondiale de la population? D'accord. Les activités au cours de la journée mondiale de la population, nous menons des activités d'information et de sensibilisation sur les questions de population et développement. Nous procédons à la distribution de dons à la population locale. Nous organisons, n'est-ce pas, des panels sur différentes thématiques en lien avec les questions de population et développement, pour ne citer que celle-ci. Et pour ce faire, nous bénéficions de l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires. Je voudrais commencer par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui est notre partenaire stratégique. Je veux parler également de la Banque mondiale à travers le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Je veux parler de l'Office pour les migrations internationales, OIM. Je veux parler également, parce que il y a des partenaires étatiques aussi, comme le commissariat à la sécurité alimentaire. Et vous avez vu récemment, lors de l'hivernage passé, les dégâts, n'est-ce pas, qui ont été enregistrés, et surtout au sein d'une population pauvre comme celle de Kava. Donc nous avons bénéficié, n'est-ce pas, de l'accompagnement également du commissariat à la sécurité alimentaire. Voilà, vous parlez de sensibilisation lors de la journée, de sensibilisation des communautés, mais sur quel aspect de la vie vous voulez sensibiliser? Voilà, vous savez, l'objectif de la DNP, c'est la Direction nationale de la population, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie
et du niveau et de vie de l'ensemble des catégories de la population. Donc, elle a d'abord une mission transversale. Donc, partout où les populations peuvent rencontrer des problèmes, nous devons les signaler aux autorités à travers le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de... Donc vous sensibilisez la communauté sur chaque secteur de la vie, notamment sur l'agriculture par exemple, comment faire pour améliorer la production agricole? Oui. Parce que le ministre de l'Agriculture en a parlé. C'est ça. Ouais. Il y a ça, l'importance de l'agriculture, n'est-ce pas? Les problèmes de santé, surtout des filles, des femmes, les activités génératrices de revenus et également les activités d'emploi pour ce qui concerne les jeunes. Donc tout ce qui concerne l'épanouissement de la population. Et la ministre de la Promotion de la Femme aussi a insisté sur la sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Oui. Ça fait partie aussi. Effectivement. Mais je dois dire ici que quand on parle à travers violences faites basées sur le genre, il ne faut pas voir seulement les relations hommes-femmes. Mais c'est dans les deux sens. Même si quand même les femmes qui subissent les violences sont plus nombreuses que les hommes. Donc il s'agit de faire en sorte sur le genre. Qu'on bannisse la violence sur le genre sous toutes ses formes. Voilà. Et on sait que c'est la commune rurale de Kava donc, qui a été choisie pour abriter les festivités. Et Kava donc, a une population qui est passée de 18 000 en 2009 à 29 000 en 2025, soit plus de 11 000 habitants de plus pendant cette période-là. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est pas beaucoup quand on tient compte de l'importance du capital humain dans le développement. Mais c'est pas le volume, c'est-à-dire l'effectif de la population qui importe ici, mais plutôt la qualité des ressources humaines qui doivent contribuer au développement du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des efforts doivent être faits pour soigner, éduquer, former et occuper ces ressources humaines. Sinon, elles pourront constituer dans l'avenir le bon retardement. Mais quand même, à Kava, on sent qu'il y a eu une croissance rapide quand même de la population. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Parce que si les mesures d'accompagnement ne suivent pas, si on n'arrive pas à nourrir toute cette population, si on n'arrive pas à prendre en charge toute cette population du point de vue santé, du point de vue éducation, c'est là le problème. Voilà. Effectivement, je dois rappeler que avant le jour J, nous organisons, après le choix de la localité qui doit abriter l'événement, nous organisons une mission préparatoire, que d'aucuns appellent mission précurseur, pour échanger avec les communautés, toutes catégories confondues, sur les problèmes brûlants qu'ils rencontrent dans leur localité. Donc ça nous donne l'occasion de recenser les problèmes. On ne peut pas tout résoudre et on ne peut pas tout résoudre en même temps. Mais quand même les problèmes brûlants sont recensés et avant le jour de la célébration, nous les partageons avec nos partenaires donc, que je viens de citer pour que ceux-ci aussi à leur tour puissent préparer des réponses urgentes aux besoins exprimés par les communautés à la base. C'est pourquoi, si je prends le Fonds des Nations Unies pour la population, il nous a appuyés avec des kits de dignité. Ça, c'est déjà dans le cadre de la santé et de la reproduction. Les produits pharmaceutiques, le FINAP, l'UNFPA, les équipements
pour le centre de santé communautaire de Kava. Tout cela ressort du rapport de la mission préparatoire. Quand on prend les céréales, je vous ai dit que l'année dernière, Kava n'a pas été épargné par les effets des inondations connus. Donc, et on est en période de soudure, ce qui veut dire qu'il y a un besoin pressant en matière de... Mais au-delà de Kava, au-delà de la commune rurale de Kava, est-ce que de façon générale, une croissance rapide de la population ne pose pas problème dans un pays comme le Mali, par exemple? Voilà, j'ai dit que si rien n'était fait, ça peut poser problème. C'est pourquoi l'État, à travers les services compétents, comme la Direction nationale de la population, procède au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de population qui intègre l'ensemble des secteurs de développement. Pour accompagner, comme les mesures d'accompagnement face à la croissance démographique. Il faut des centres de santé, il faut des écoles, il faut des points d'eau, et tout ça, ça doit accompagner. Donc, pour toujours continuer avec les appuis, le Fonds des Nations Unies pour la population a bien voulu mettre à la disposition de la DNP, en fait du département en charge de la population, des fournitures scolaires, n'est-ce pas? Et le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel aussi a mis à disposition les bourses, n'est-ce pas, d'encouragement pour les meilleurs élèves, les élèves méritants, et un lot de vélos. Donc, pour qui connaît l'apport des vélos dans le rapprochement des lieux de résidence et de l'école, vraiment saura qu'un accompagnement en termes de vélos est déjà quelque chose à saluer. Aussi, si je prends l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille, en abrégé AMPPF, qui met à disposition, qui mobilise une clinique mobile, c'est-à-dire un camion équipé pour offrir des consultations et distribution gratuite de médicaments aux populations. Et tout ça, c'est pour accompagner la croissance de la population. Améliorer les conditions de vie. Voilà, les conditions de vie. Parce que ce que je viens de citer, vous voyez là-dedans qu'il y a les femmes, les jeunes, les enfants et la population en général, parce que quand on parle de SESCOM, ça s'adresse à l'ensemble de la population. Donc, toutes les difficultés rencontrées dans ces différents secteurs sont partagées avec les membres de la mission préparatoire pour les rapporter au niveau national, partager avec les différents partenaires afin de trouver des solutions urgentes. Mais les besoins qui ne peuvent pas être qui ne peuvent pas avoir de solution dans l'immédiat aussi ne tombent pas dans l'oreille des sourds, et les différents départements en charge de ces questions prennent les dispositions aussi pour venir en aide à ces populations. C'est ce qui fait que souvent, quand ils vont, une équipe d'un département dans le cadre de ces missions va dans une localité où on essaie d'évoquer les problèmes, on est déjà au courant. C'est parce qu'il y a eu une communication entre le département en charge de la population et le ministère concerné. Docteur Kanouté, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une croissance rapide de la population d'une localité ou même du Mali de façon générale par rapport aux réalités du pays? C'est une bonne chose qu'il y ait une croissance rapide de la population? Oui, merci bien, M. Koné. Et le thème, il est intéressant. Et il n'est pas tellement connu de tout le monde. Et j'ai cru comprendre à travers vos échanges qu'il était question de démographie. Et démographie et avec les enjeux qui sont liés à cela.
Donc, qui parle de démographie, quand il y a une augmentation de la population, il faudrait qu'il y ait une planification stratégique qui suive dans tous les domaines. Dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, et pour pouvoir anticiper sur l'avenir. Et donc, moi, je crois que dans nos conditions, on ne peut pas dire que nous sommes plus surpeuplés. En tout cas, de mon avis de profane, dans ce domaine, je ne dirais pas qu'on est surpeuplé. Et comme il y a déjà une politique, comme il a dit, il a cité, il s'agit maintenant de suivre la mise en œuvre de cette politique. En fait, nous ne sommes pas surpeuplés, mais on sait qu'il y a des besoins quand même urgents au sein de la population, des besoins, comme on a dit, d'éducation, de santé, de fourniture d'eau. Et maintenant, quand on n'est pas surpeuplé, normalement, on devait pouvoir gérer tout ça. Bon, je crois que pour le moment, dire que c'est trop, les données n'ont pas montré que c'est trop, que nous avons eu une croissance très rapide. Hein? Ça veut dire que les mesures qui sont en train d'être mises en œuvre sont en adéquation avec ce que nous constatons en matière de progression démographique. Et donc, je crois que la politique pourra être la solution idoine pour un peu anticiper sur tout ce qui doit venir dans ce domaine. M. Koulibaly, vous avez parlé de l'implication, par exemple, de l'ANPPF. Donc, vous pensez que c'est une politique qui permet d'avoir une croissance de la population de façon raisonnable, c'est ça, pour faire face aux besoins du moment? Je crois qu'à ce niveau, il y a lieu de donner une précision. D'aucuns pensent que quand on parle de ANPPF, ça veut dire la limitation des naissances. Des naissances. Donc, empêcher les gens de faire des enfants. Je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Un des principes de la politique nationale de population, c'est le respect de choix des couples, des individus, à décider en toute responsabilité du nombre de leurs enfants, de l'espacement de leur naissance et les moyens également d'y parvenir. Alors, donc, ça, je peux parler de la contraception. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on impose. On sait qu'il y a des pays dans le monde, des pays qui, à un moment donné, essaient de limiter les naissances pour faire face certainement aux besoins de la population. Et est-ce que nous, on tient compte de ça? Oui, nous, on tient compte de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la politique de population, c'est quelque chose qu'on ne doit ni importer, ni exporter. D'accord. C'est-à-dire qu'elle doit être fondée sur les réalités de chaque pays. Alors, dans le cas du Mali, il n'y a pas de mesures coercitives prévues. Mais nous pouvons parler de la sensibilisation des populations. Je l'ai dit, ça fait partie des activités que nous menons au cours de la célébration de la Journée mondiale de la population. Et donc, il faut une planification pour créer les conditions idoines pour les populations en prévoyant la croissance démographique. Voilà. Ici, le plus important que beaucoup oublient, c'est, n'est-ce pas, harmoniser, mettre en adéquation la croissance démographique et la croissance économique. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est les fruits du développement qui doivent servir à résoudre l'essentiel des besoins de la population. Et en même temps, quand on a beaucoup d'habitants aussi, ça permet aussi de produire plus. De produire plus quand on a des ressources humaines, je l'ai dit tantôt, de qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit un poids. À ce niveau, il y a le projet, le dividende, l'aspect dividende démographique aussi qui intervient. C'est-à-dire le gain économique tiré de la
de la modification de la structure par âge de la population. C'est-à-dire on est dans un schéma où la population dépendante est plus élevée que la population qui travaille. C'est-à-dire que là, c'est vrai que tout le monde, tous ceux qui ont l'âge de travailler, ne travaillent pas pour diverses raisons, mais on voudrait vraiment que ceux qui ont l'âge de travailler, donc ceux qui peuvent travailler, soit leur effectif soit supérieur à celui de la population en charge, c'est-à-dire théoriquement les moins de 15 ans et les 65 ans et plus. Voilà. Parce que chacun a des besoins. Chaque individu a des besoins. Et nous ne voulons pas qu'il y ait, n'est-ce pas, des exclusions. On voudrait quand même que chacun compte le Mali, quelle que soit sa situation. Un dernier aspect est peut-être comment se fait le recensement de la population? Comment vous vous organisez pour recenser la population malienne de façon générale et à quelle fréquence vous organisez ce recensement? Voilà. Merci. Donc pour répondre à cette question, je dirais que le recensement général de la population et de l'habitat, parce que le rappel est important, c'est un dénombrement exhaustif de la population, c'est-à-dire un comptage systématique de l'ensemble des êtres, des personnes qui résident sur le territoire national, n'est-ce pas, plus les membres les personnels des représentations diplomatiques et consulaires. Pourquoi? Parce que le territoire occupé par ceux-ci est considéré comme une partie du Mali. Du Mali. Alors, à ne pas parce qu'on a des habitants, on a des compatriotes qui sont là-bas. Voilà, le recensement des Maliens de l'extérieur, c'est différent. Donc, c'est pour vous dire que chaque opération de collecte a ses objectifs. Alors, donc pour le recensement général de la population et de l'habitat, nous voulons disposer d'outils de planification. Parce que la programmation du développement durable ne doit pas rimer avec pilotage à vue, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on procède à un moment donné au comptage systématique de l'ensemble des individus qui résident sur le territoire national, n'est-ce pas? Donc, en matière d'investigation statistique, je dois signaler quand même que le recensement général de la population et de l'habitat est la plus lourde et la plus coûteuse en termes de... C'est pourquoi ce n'est pas, ce n'est pas très fréquent, c'est une fois tous les 5 ans, 10 ans. C'est tous les 10 ans, normalement. Et ça aussi, ça s'explique. Parce que il y a, en la matière, certaines variables qui ne changent presque pas en moins de 10 ans. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'inertie de certaines variables démographiques telles que l'âge et le sexe. Vous allez prendre le poids, par exemple, des moins de 5 ans dans la population totale. On est en 2025. Vous appliquez ça à la projection, bien que les effectifs diffèrent, vous allez trouver que c'est toujours, n'est-ce pas, les mêmes trucs. D'accord. Une toute dernière question, peut-être. Nous sommes combien aujourd'hui au Mali? Nous sommes au Mali aujourd'hui, selon les projections de la Direction nationale de la population, 23 519 345 habitants. Et c'est un recensement qui date de quelle année? Le dernier recensement remonte à 2022, mais je dois dire que
au cours de la période intercensitaire, la Direction nationale de la population procède au calcul, n'est-ce pas, de l'évolution future, n'est-ce pas, de l'effectif de la population. Donc c'est ce qu'on appelle les projections démographiques. Et les résultats du recensement, les résultats définitifs du recensement général de la population, qu'on considère comme output de cette opération, constituent, n'est-ce pas, le input pour la Direction nationale de la population dans le cadre de l'élaboration, donc du calcul futur, de l'évolution future de la population en termes de volume de répartition par sexe, selon l'âge et par niveau géographique. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Nous allons passer à notre deuxième sujet, la campagne de vaccination des animaux. Une campagne qui a concerné plus de 41 millions de sujets en 2024. Un chiffre important, mais qui n'est pas très satisfaisant, puisqu'il s'agit de 53,43% des prévisions. Les services concernés étaient réunis cette semaine pour faire le point de la campagne 2024 et définir les prévisions de 2025. Le reportage de Daouda Kone, on se retrouve juste après. Sur une prévision de 76 860 210 000 têtes, toutes espèces confondues à vacciner en 2024, les agents vaccinateurs de la Direction nationale des services vétérinaires ont été vaccinés 41 068 999 têtes, soit 53,43%. Ce résultat a été atteint malgré la persistance de l'insécurité et l'insuffisance du personnel. Ce bilan vient d'être communiqué au cours de l'atelier bilan et programme de la campagne de vaccination du cheptel. Il n'y a pas eu de situation particulière. Et ce que nous pouvons dire seulement, qui parle de vaccination parle de mobilité du personnel. Et cette mobilité est entravée par endroits par l'insécurité résiduelle, il faut le reconnaître. Ce qui peut un peu entamer les résultats de notre campagne. Quand vous prenez le personnel, nous avons une certaine insuffisance. Nous n'avons pas un maillage total du territoire. Donc un peu, c'est ça qui explique la non-atteinte à hauteur de souhait, notamment à 80%, 90% que nous aurons voulu. Le Mali est engagé sur le plan mondial et sous-régional dans le processus d'éradication de la peste des petits ruminants, du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine 2025 à l'horizon 2030, du contrôle du médicament vétérinaire et de la formation du personnel. Pour l'atteinte de ces objectifs, il est prévu de vacciner plus de 77 millions de têtes d'animaux contre les maladies animales. Dans le cadre du plan national stratégique de l'éradication de la peste des petits ruminants, les efforts restent à fournir car le taux de couverture par rapport à l'effectif national reste faible, 14,32%. Et aussi le taux de marquage des petits ruminants par rapport aux effectifs vaccinés est de 32,7%. C'est pour cela que je voudrais faire une pause pour donner le message du ministre de l'Élevage et de la Pêche qui invite les services vétérinaires à plus de sensibilisation des éleveurs pour relever le taux de vaccination et le marquage des animaux. 4 jours durant, les directeurs régionaux des services vétérinaires présenteront les points critiques, les résultats de la campagne de vaccination 2024-2025. Tous ceux-ci contribueront à l'élaboration du plan national stratégique PNS. Ce plan permettra de gérer la prochaine campagne de vaccination du cheptel malien. Docteur Kanouté, 53% de réalisation, on peut dire que les résultats n'ont pas été très bons en 2024. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci bien, M. Koné, et pour nous avoir encore donné l'occasion de nous exprimer sur ce sujet. De décembre 2024 à aujourd'hui, nous sommes à notre 3e passage. Et merci pour l'intérêt que vous manifestez à l'endroit de la santé animale, à l'endroit de la protection sanitaire du cheptel. Parce que c'est important aussi pour la Mali. C'est très important, ouais. C'est très important. Surtout, on vient tout de suite de discuter d'un thème, et notamment la population. Ouais. Et selon les statistiques, il y a 30% de la population malienne qui est
dans le sous-secteur de l'élevage, qui vit exclusivement du sous-secteur de l'élevage, selon les statistiques. 30%. 30%. Et donc, merci encore une fois d'avoir posé cette question. Et je crois dans l'élément qui a passé, et nous avons donné des raisons. Et la situation actuelle, parce que la vaccination du cheptel, ça concerne tous les pays, tous les villages et les hameaux, toutes les exploitations sont concernées. Et toutes les espèces animales sont concernées. Donc nos prévisions sont bâties sur toutes les espèces animales contre lesquelles nous devons, pour lesquelles nous devons mener des vaccinations contre des maladies précises. Et donc, qui parle de parcourir ce territoire, parle de mobilité. Et fondamentalement, il y a des raisons qui empêchent un peu aujourd'hui le problème de sécurité, la mobilité. Ouais. La mobilité vraiment des vétérinaires sur toute l'étendue du territoire. À cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité. Et donc, ça empêche un peu l'atteinte de nos objectifs. En même temps, par endroit, il y a les éleveurs qui quittent les lieux habituels. La transhumance. Les lieux habituels. Il y a la transhumance. Ça, c'est pas tellement un problème, parce qu'on a toujours le moyen de les atteindre. Mais c'est le fait qu'ils sont délocalisés à cause du même phénomène. Donc, on n'arrive pas à les atteindre. Et il ne faut pas oublier aussi que nous avons aussi un personnel insuffisant. C'est un problème qui se trouve au niveau de toutes les structures de l'État. Et voilà les raisons. Et le budget aussi, vous avez un budget suffisant? Oui, il y a une autre raison. Quand vous regardez dans le discours du monsieur le secrétaire général, il a parlé de 2 plans stratégiques. Et ces plans, nous nous sommes fixés des objectifs. Par exemple, le plan stratégique du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine, c'est un engagement sous-régional à l'horizon 2030, et le plan stratégique national d'éradication de la PPR, qui est un engagement mondial. Et donc, annuellement, nous nous sommes fixés des objectifs. Et ces objectifs sont basés sur une stratégie. Par exemple, si je prends le cas de l'éradication de la PPR, normalement, la stratégie est basée sur la gratuité de l'acte vaccinal auprès de l'éleveur, que nous ne sommes pas arrivés encore à mettre en place. Et à propos, quels sont les animaux qui sont concernés par la campagne de vaccination? Toutes les espèces animales sont concernées par la campagne de vaccination. Surtout les bovins, les bovins, les moutons, les chèvres, la volaille, et les chiens, les agents, et même les porcins par endroit. C'est toutes les espèces qui sont concernées. Quand vous prenez notre législation, il y a des vaccins qui sont à caractère obligatoire, et notamment la péripneumonie. Et c'est contre quelles maladies? Vous nous les citez, les maladies qui sont les maladies animales il y a plusieurs maladies animales. Mais je m'insisterai sur les vaccins à caractère obligatoire. En République du Mali, selon la réglementation. Il y a le vaccin contre la péripneumonie contagieuse bovine. Ça concerne les bovins. Ça concerne les bovins. Il y a la peste des petits ruminants qui concerne les moutons et les chèvres. Il y a la maladie de Newcastle. Ça concerne la volaille. C'est une maladie très meurtrière. Il y a la rage canine. Et il y a les pasteurelloses bovines et les pasteurelloses ovines. Donc voilà les maladies contre lesquelles les vaccins ont un caractère obligatoire. Et les éleveurs, vous les touchez comment? Est-ce qu'ils sont organisés, ou bien quand on lance la campagne, n'importe qui peut venir avec ses animaux à un lieu donné pour les vacciner, pour les faire vacciner? Oui, fort heureusement que les campagnes nationales de vaccination ont été mises en place il y a très longtemps. Il y a plusieurs décennies déjà que ces campagnes-là sont menées. Et le coup d'envoi est donné à travers les lancements officiels de la campagne et par les plus hautes autorités. L'année dernière, c'était à Konobougou, et sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et donc, les éleveurs ont déjà, dans leurs habitudes
de vacciner. C'est les éleveurs qui sont organisés en coopérative ou pas forcément? Pas forcément. Il y a les associations d'éleveurs qui interviennent. D'accord. Et il y a aussi les propriétaires. D'accord. Et moi, par exemple, si j'ai 2 moutons, je peux les amener aussi pour les faire vacciner ou c'est pas comme ça? Je vais vous expliquer. Ouais. À la veille de chaque campagne, les vaccinations se font au niveau des postes vétérinaires. D'accord. Ou bien par les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire qui occupent une zone bien déterminée. Et vous en avez dans toutes les régions? Dans toutes les régions. Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire sont au nombre de 158 pour cette campagne. Ce qui n'est pas suffisant? C'est pas suffisant. Ils ne sont pas partout, ce sont des privés. D'accord. Parce que l'État a cédé une partie du territoire pour qu'ils s'occupent de la prophylaxie vétérinaire dans ces zones. Et donc, comment ça se fait? Dès lors que la campagne est lancée, et les chefs de poste ou les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire passent au niveau de l'autorité communale ou le sous-préfet. Et ils donnent un programme de vaccination qui est diffusé sur les antennes de proximité. Et ça permet à chaque village... Ça permet d'informer tout le monde. D'informer tout le monde. Et chaque village est informé du passage du vétérinaire tel jour. Et les propriétaires d'animaux se tiennent prêts et pour mettre les animaux à la disposition du vétérinaire pour que la vaccination se fasse. Et donc le vétérinaire, il passe avec les produits, avec le vaccin. Exactement. Qui sont mis à sa disposition par qui? Bon, le vaccin, il est mis à la disposition pour ce qui concerne les secteurs étatiques par la Direction nationale des services vétérinaires à travers les directions régionales et les secteurs vétérinaires. Et les vétérinaires privés, les titulaires du mandat sanitaire, ils ont leur circuit d'approvisionnement. Ils ont des associations à travers lesquelles ils s'approvisionnent directement au niveau du LCV. Parce qu'il faut noter que, fort heureusement, tous les vaccins presque que nous inoculons à nos animaux sont fabriqués par le laboratoire central vétérinaire du Mali. À l'exception des vaccins contre la rage et contre la fièvre acteuse que nous importons. Et quelques vaccins aussi contre les maladies aviaires. Donc les éleveurs payent quand même, ils doivent payer pour que leurs animaux soient vaccinés. Mais ça c'est très normal. Oui. La profession a été privatisée. Oui. Dès lors que la profession a été privatisée. Oui, mais l'État aussi met à disposition des vaccins. Est-ce que les vaccins mis à la disposition par l'État sont aussi payants? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Parce qu'il ne saurait y avoir des disparités et des traitements préférentiels. On ne peut pas rendre les vaccins gratuits dans les zones couvertes par l'État et les faire payer par les populations qui se trouvent dans les zones, par exemple, couvertes par les mandats sanitaires. Est-ce que cela ne joue pas aussi sur le taux de réalisation? Peut-être qu'il y a des éleveurs qui peuvent dire à cette année, je n'ai pas assez de moyens, donc je ne vais pas faire vacciner mes animaux. Oui, nous enregistrons, c'est une des causes. Aussi quand même qui joue un peu sur les effectifs vaccinés. Nous le disons dans nos rapports, la réticence. Mais la sensibilisation est toujours en cours. Parce qu'il faut les faire comprendre. Surtout qu'il y a des vaccins qui sont à caractère obligatoire. Mais vous savez, dans le monde rural, les gens ne sont prompts à aller à la vaccination que quand il y a les dangers. D'accord. Mais alors que la vaccination, c'est pour prévenir. C'est quand il y a des épidémies. Quand il y a les épidémies, en ce moment que les gens accourent pour faire la vaccination. Mais nous leur faisons comprendre. Alors que c'est déjà trop tard. Et voilà. Nous leur faisons comprendre que la meilleure façon, c'est de prévenir. Et en médecine vétérinaire, c'est la prévention toujours. L'accent est mis sur la prévention, donc sur les vaccins. Et donc, c'est ça que nous leur expliquons. Et aussi, expliquer à l'éleveur la rentabilité du coût du vaccin. Si par exemple vous vaccinez un taureau qui a une valeur par exemple de 400 000 et vous ne dépensez que 100 francs ou 200 francs pour vacciner ce taureau, vous avez préservé combien? Donc c'est des explications comme ça qu'on leur donne pour les ramener un peu à la vaccination. Ça veut dire que les vaccins sont moins chers. C'est moins cher. C'est moins cher. Aussi bien pour les petits ruminants que pour les bovins. Oui. C'est pas le même tarif. C'est pas le même tarif. Il faut aussi reconnaître que par rapport au prix de l'acte vaccinal, il n'y a pas un prix fixe. Quand vous regardez à l'échelle nationale, il y a des vaccins dont la conservation nécessite vraiment des moyens. La chaîne de froid. Un privé, par exemple, qui se trouve dans la zone de Kenyaba,
et un privé qui se trouve dans les périurbains de Bamako, ils n'ont pas les mêmes investissements dans la campagne de vaccination. Celui de Kenyeba, il va parcourir par exemple une longue distance pour aller retrouver ses animaux. Et il a aussi l'électricité à un coût moindre par rapport à celui qui se trouve par exemple au niveau de Kenyeba. Donc vous voyez, et donc ça joue un peu sur le coût de l'acte vaccinal d'une zone à l'autre. Mais ce n'est pas exorbitant. Voilà. Et la campagne de vaccination, on peut dire que c'est aussi une campagne pour les vétérinaires, parce que c'est le moment où eux aussi ils arrivent à travailler beaucoup et à faire beaucoup de revenus. Non? Bon, spécifiquement non, parce que la santé animale, elle s'étend sur toute l'année. Mais la campagne quand même est une période intensive. C'est une période intensive où il y a une grande mobilité pour atteindre le maximum d'animaux. Et sinon, le vétérinaire, il est toujours présent pour assurer la santé. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question. En 2024, vous avez fait une réalisation de 53%. Sur 76 millions de têtes prévues, vous avez vacciné 41 millions. C'est ça. Et pour 2025, vous prévoyez 77 millions. C'est ça. Ça veut dire que vous n'avez pas atteint, enfin, vous n'avez pas réalisé de bons chiffres en 2024, mais vous voulez faire plus en 2025. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Bon, je ne dirais pas que nous n'avons pas réalisé de bons chiffres. Oui, bon, enfin, je dis pas. Nous avons eu des résultats satisfaisants, eu égard à tout ce que nous sommes en train de vivre présentement. Il faut relativiser les choses. Et ce travail dans le monde rural n'est pas facile. C'est pas comme en ville. Les gens doivent être mobiles. Les gens, donc, on relativise un peu. Et pourquoi vous prévoyez maintenant les 77 millions? Exactement. On a tantôt évoqué deux plans stratégiques, et notamment le plan national stratégique de contrôle progressif de la pneumonie contagieuse bovine et le plan national stratégique d'éradication de la PPR. Ces deux programmes, c'est des engagements de l'État et par rapport au contrôle et à l'éradication de ces maladies. Et donc, chaque année, normalement, on doit se fixer un objectif pour être dans le délai de 2030. Parce que c'est à 2030 qui est la date pour l'éradication de la PPR. La PPR, c'est quoi? Peste des petits ruminants. Peste des petits ruminants. Et 2030 aussi, c'est la date du contrôle progressif de la pneumonie contagieuse bovine. Donc, si je vous donne un exemple, si cette année, par exemple, l'année dernière, nous avons programmé pour la peste des petits ruminants 10 millions de têtes à vacciner. Si les 10 millions de têtes à vacciner, nous sommes arrivés à vacciner 7 950 000. Donc, ce qui nous fait à peu près 79,5%. Ce qui n'est pas le cas pour de taux de réalisation. Ça veut dire que nous n'avons pas atteint les 100%. Donc, le reste des 10 millions doivent être reportés sur l'effectif à vacciner en 2025. Parce que nous devons être au rendez-vous. Même si on n'est pas sûr de pouvoir les vacciner tous. Non, nous comptons sur... il faut être optimiste. Il faut être optimiste. D'accord. Et donc, nous pensons que les choses ne vont pas rester en l'état et que les moyens viendront pour que nous puissions être au rendez-vous de 2030 parce que c'est un engagement. C'est un engagement. D'accord. Monsieur Koulibaly, vous suivez tout ça. Vous êtes aussi dans la planification. Et là, 76 millions, on n'a pas pu les vacciner. En 2024, on a vacciné 41 millions sur 67. Est-ce qu'en 2025, on doit faire une prévision de 77 millions? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que dès l'instant où ils ont pu mesurer les forces et les faiblesses du travail accompli, ça donne l'occasion vraiment d'être optimiste. C'est ça, d'être optimiste. Parce que c'est ça l'idéal. Il faut aller de l'avant. Donc ils ont déjà identifié les problèmes qui les ont empêchés d'atteindre vraiment les objectifs fixés. Donc en les corrigeant, donc, ça permettra d'améliorer, n'est-ce pas, la situation pour
le futur. Voilà. Docteur Kanouté, donc vos partenaires, si je comprends, c'est l'État et le vétérinaire. Nous avons beaucoup de partenaires. Quand je prends les deux maladies, pour les petits ruminants et pour les bovins, voilà, pour lesquels nous avons un engagement mondial et un engagement sous-régional, nous sommes soutenus, fortement soutenus par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. C'est un projet qui couvre les 6 États du SILS. C'est pourquoi je dis qu'il y a une stratégie de mise en œuvre qui est derrière. Normalement, pour l'éradication, nous devons rendre le vaccin gratuit auprès de l'éleveur. Mais quelqu'un doit prendre le coût de l'acte vaccinal en charge. C'est ça que nous ne sommes pas arrivés encore à mettre en place. Et donc, la réunion de la semaine passée, comme il a si bien dit, elle a regroupé toutes les régions du Mali, vétérinaires du Mali et le district de Bamako. Et nous avons discuté effectivement des difficultés liées à cette vaccination et quelles sont les solutions que nous devons apporter pour être au rendez-vous quand même de 2030 par rapport à la PPR et par rapport au PPCB. Et donc, vraiment, nous comptons, en plus du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, nous avons les CICR. Les CICR. Le Comité international de la Croix-Rouge. Exactement. Qui intervient dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal, Taoudini et une partie de Ségou. Donc la vaccination contre la PPR est soutenue par les CICR dans ces différentes régions. Et d'ailleurs, en décembre, là, il y a eu le lancement a été fait conjointement par les services vétérinaires et le CICR qui intervient exclusivement dans ces zones. Une toute dernière question, nous sommes pris par le temps. Est-ce que les animaux sauvages sont concernés par les campagnes de vaccination de cheptel? Non. Non. Les animaux sauvages ne sont pas concernés. Mais là d'où ils se trouvent, notamment aux zoos, ils sont concernés par la vaccination. Ça veut dire que vous intervenez là-bas aussi dans Non, il y a un service vétérinaire qui est dédié à la santé au niveau du parc zoologique. Voilà. Sinon, les autres, y compris, vous avez dit, les chiens, les chats, sont aussi concernés avec la rage. Je crois que bientôt, on sera le 28 septembre, qui sera la journée mondiale de lutte contre la rage. Et chaque année, on s'efforce quand même de rappeler à la population que la rage est mortelle et qu'il faut vacciner contre la rage, parce que on a les moyens de prévenir la survenue de cette maladie. Merci beaucoup, docteur Kanouté. Merci également à vous, monsieur Koulibaly. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de 13h avec Abdul Karim Kaba. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.